Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Delta, dans l'émission de Deux colonnes à la une, où nous émettons en direct de la taverne, lieu préféré des francs-maçons, chez Marie, rue de l'Abbé Grégoire à Paris, dans laquelle, entre l'aile ou la cuisse, nous nous restaurons de toutes les nourritures célestes et terrestres. Faites péter les boutanches de l'émission. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, dans une nouvelle émission de Deux colonnes à la une sur Radio Delta, filmée par son bras armé, Daniel à la caméra, un immense maître des harmonies célestes, grand bâtisseur de cathédrales de son dans les airs, un musicien, un compositeur, un chanteur, un producteur, un arrangeur, journaliste, directeur de collection, bref, quasiment une loge à lui tout seul. Merci à lui d'être notre invité ce soir, Bertrand Burgalat. Merci Jean-Louis, quel bonheur d'accueillir Bertrand Burgalat, quel beau prénom, c'est mon préféré. Bienvenue dans le Cosmic Show de Deux colonnes à la une. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bertrand Burgalat, avec Jean-Louis Bischoff, spécialiste des tribus, et des tribus musicales, on va dire. Enfin, de la spiritualité sauvage, du religieux hors-piste, à élaborer à partir des tribus musicales. Ouais. Et du monde d'en bas. Et du monde d'en bas. Avec oui. Elisabeth Salander. Mina qui a envie de chanter, je le sens. Oh Bertrand, que tu es beau. Notre plus grande chanteuse de jazz, la plus grande chanteuse de jazz du Cosmic Show. Frédéric Vincent qui est là, en forme, tout va bien. Je suis pas très en forme là. Ça va le faire, tu vas voir, Merci. ça va aller tout seul. Je sens que Foi de Jean-Laurent. Je suis au bout du rouleau. Voilà, donc Jean-Laurent, bah écoute... Sur Eh bien, bonsoir, je suis là avec Jean Ursulin, mon frère jumeau. Oui, je sens que ça va être sa meilleure émission à Jean-Laurent d'ailleurs. Ah, tout à fait, je suis en Et forme. nous avons Gilles à la technique. Ouais, ben, cool. Je suis là, aux manettes. Bien, nous allons aborder tout de suite le vif du sujet. Nous sommes chez Marie. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire, merci. C'est pour ça que tu vois. Ah oui, l'Abbé Grégoire. Alzheimer, Dans le 6e. Et nous sommes donc, comme d'habitude, chez Marie, dans le 6e arrondissement, 39 rue de l'Abbé Grégoire. Ne venez pas tous, car nous sommes vraiment complets et on a vraiment envie de profiter en bon franc-maçon de tout le vin qui est là. Non, il y a encore de la place, en fait. Je dis ça parce que Marie nous fait les gros yeux. Bon, bien, trêve de plaisanterie. Merci Bertrand d'être là. Merci les amis, ça me fait très plaisir. Merci. Et alors, en fait, pourquoi nous t'avons invité? Puisqu'effectivement, avec Fred, nous sommes en plein travail dans pop et spiritualité. Nous avions démarré par rock et spiritualité, mais je pense que pop, c'est beaucoup plus général. Ça englobe beaucoup plus de musique que nous voulions traiter. Et je pense qu'en fait, il fallait inviter le roi de la pop. Oh là. C'est très flatteur. Mais il est mort. Non, mais le roi de la pop en France, hein, je précise bien, pas Michael Jackson. Et parce que, alors, je sais pas s'il y en a d'autres sur la table, mais moi je te suis vraiment depuis le début. J'ai découvert des choses comme par exemple tu avais produit Jadvio. En fait, en travaillant l'émission, j'ai regardé si mon intuition était la bonne, puisque j'avais lu Tricatel, etc. Et je suis pas d'accord, en fait, avec eux. Parce qu'ils attaquent tous sur les mêmes trucs, le dandisme, le passéisme, le postmodernisme. Et moi, je trouve que tu es très actuel, en fait, c'est un peu comme les francs-maçons, finalement. Tu es un peu comme les francs-maçons. Il y a la tradition, mais une tradition, c'est-à-dire que tu englobes les racines musicales, le blues, enfin tout, Pink Floyd, etc., le rock psychédélique, et tu fais comme ce que décrit Michel Serres dans Les origines de la géométrie, à savoir que c'est comme le percolateur, c'est que dans une formule mathématique, il y a toute celle d'avant. Et moi je suis pas d'accord avec ce qui se dit, je trouve qu'en fait Bertrand Burgalat c'est plutôt un oxymore, parce que tu intègres le passé pour en fait la tradition, pour la remettre au goût du jour, en fait, à aujourd'hui.
Enfin, je suis d'accord avec ton... Je suis pas d'accord. En tout cas, moi, je me sens ni passéiste, ni dandy, ni postmoderne. Alors, il faut pas se définir en creux. Mais c'est sûr que je trouve qu'en musique, quand on veut justement essayer d'avancer, de faire... De renouveler les choses, il faut être en même temps très traditionnaliste. En tout cas, il faut avouer toujours ses influences, ses admirations, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et tous les musiciens qu'on aime et qui ont fait des choses intéressantes, ils ont toujours revendiqué leurs admirations, que ce soit dans le jazz, dans le rock ou dans la musique classique. Et ça me paraît important. Mais c'est vrai qu'on a une époque où parfois on veut que tout nous fasse penser à quelque chose et en même temps qu'on cache des influences. Souvent, quelqu'un qui va faire un truc totalement, enfin qui va sonner, je sais pas, comme du Kraftwerk, aujourd'hui, au lieu de dire on adore Kraftwerk, ils vont dire ah non, on n'a jamais écouté. Et c'est comme ça que la musique devient passéiste et fait du surplace souvent. Ah oui, je suis d'ailleurs étonné, et après je vais laisser la parole à Jean-Louis, c'est qu'en fait, quand on t'interviewe, on parle jamais du krautrock. Et en fait, Oui. Au début, quand je t'écoutais, je pensais vraiment à Kraftwerk, Cannes. Bien sûr, oui, c'est les disques, enfin, ça fait partie des disques que j'ai le plus écoutés. C'est marrant dans ce que je viens d'écouter. Moi, ce que j'entends, c'est que pour bien savoir où on va, il faut être résolument ancré dans une tradition, sachant que le traditionnalisme, c'est la perversion de l'attachement à la tradition. Mais moi, ce qui m'intéresse dans son, c'est l'usage, en tout cas, c'est le rapport que tu as au mot crescendo. Et je trouve qu'il est très intéressant. Pourquoi ? Alors, à bien des égards, il est intéressant, ce mot, mais nous, il peut nous intéresser parce que la manière dont il pense le mot crescendo, c'est non pas le progressisme idiot cuculapraline type qui part d'une flèche à une autre, mais c'est la progressivité. Et c'est quoi la progressivité ? C'est la perfectibilité. Et la perfectibilité qui va crescendo, c'est quoi ? C'est le sentiment que la perfection n'existe pas et que la seule perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. C'est quoi, si on précise un peu, c'est une croissance en spirale, c'est-à-dire... tu sais, Bach disait j'ai passé ma vie à chercher une note. Voilà ce qu'il a composé. Plein de mecs qui écrivent, on dit à peu près la même chose. Et dans le mot, quand tu parles de crescendo, moi c'est ça que j'entends. J'entends perfectibilité, croissance en spirale. Et en ce sens, je trouve qu'il y a une analogie avec le cheminement maçonnique. Parce que dans sa relation au mot crescendo, et qui intègre un rapport à la tradition qui n'est pas traditionnaliste, mais qui consiste à toujours et encore mettre des ailes à la tradition. C'est le fait d'avoir, puisque pour avoir des ailes, il faut avoir des racines. En gros, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette relation au mot. Mettre des ailes à la tradition, c'est beau. Il y a une phrase de Cocteau, je crois, qui disait la tradition, c'est une statue qui marche. Et je crois que c'était à propos de Giacometti, d'ailleurs. Ah ouais. Et c'est ça. Et dans tradition, c'est transdo, ça suppose et ça implique de la trans, trait d'union, mission. Et la transmission, ça peut être de l'œuvre, ça peut être du texte. Ça, je crois que c'est assez intéressant ce rapport au mot crescendo. La tradition, de toute façon, la tradition, d'où vient le mot tradition, c'est la transmission. C'est ça. Donc la transmission, elle est forcément active. C'est forcément. Ce que tu fais. Voilà. Une tradition immobile, c'est une tradition morte. Exactement. Donc, et on voit bien en t'écoutant que malgré ce que tu dis, qu'arrivé à un certain âge, tu n'avances plus. Non, je suis pas d'accord. C'est gentil. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous voyez, en tout cas, ces intentions-là. Parce que effectivement, ça me paraît important. Et quand on lit, même j'adore voir, je sais pas, il y a quelques années, Keith Richards avait sorti sa biographie. J'avais trouvé génial pour ça, parce qu'on voyait bien que des gens comme les Stones, ils avaient commencé dans une admiration pour les bluesmen. C'était des apôtres au départ. Et je pense que c'est ça qui les a fait avancer, de la même façon que les groupes de ska de la fin des années 70, ils avaient une admiration pour la musique jamaïcaine, mais ils en ont fait autre chose, parce que justement, ce qu'ils ont fait était très différent. C'était plus proche des Kings, des groupes comme Madness, que du ska jamaïcain à la fin. Mais c'est parce qu'ils avaient avoué ces admirations-là qu'ils ont pu avancer. C'est marrant, mais si on quitte la sphère musicale et si on va en sphère littéraire, il y a Mauriac qui disait, mec, c'est pas n'importe quoi, il disait « Pascal a décidé de ma vie ici-bas et peut-être de mon éternité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a reçu l'appel. Il a fait mais il n'a pas réécrit les pensées. Il s'est approprié Pascal et il a fait l'œuvre de Mauriac. Et quand Ian Curtis voit Rotten sur scène et qui lui offre sa vocation,
Ian Curtis va pas faire du Rotten. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'admiration, admirari, être jeté dans l'émerveillement, et ça te jette dans ta vocation, hein, à propre vocare, t'es appelé par, et ça suppose et ça implique que tu aies l'humilité, hein, dans l'humilité il y a humus humain quand même, de reconnaître la grandeur des mecs qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie, qui t'ont mis envie, qui t'ont donné envie de faire ceci ou cela. Voilà. Saint François d'Assise a eu la vocation d'entendre chanter les oiseaux. Ian Curtis, Johnny Rotten. Oui, bah. Et puis on peut aussi le transposer sur tous les grands musiciens de free jazz. Parce qu'en fait, le free jazz vraiment habité, je pense par exemple à Albert Taylor et tout, qui a fait un hommage au New Orleans. Il disait qu'on ne peut pas faire de free si on n'est pas complètement enraciné. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux tomates hors sol qu'on voit en ce moment. Elles n'ont pas forcément de saveur. Parce qu'il n'y a pas d'enracinement. Et je crois que la saveur est tellement importante dans la tradition et dans le crescendo, justement. Donc justement, ça tombe bien, puisqu'on évoque tes influences, donc ton enracinement. Tu as quand même des influences qui sont intéressantes, puisque c'est assez large. Ce qui est normal. Je suis né en 63 et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique, disons à partir de l'âge de 10-11 ans. Donc c'était les groupes. Je me suis pas trop intéressé aux Beatles parce que c'était déjà des monstres sacrés. Je les ai découverts plus tard, enfin d'une certaine façon, parce que les disques étaient rares quand même. Donc tant qu'à acheter un disque, on voulait être surpris. Et donc j'ai pu chercher, d'abord Pink Floyd, des Soft Machine, Kraftwerk, Can, effectivement, ça fait, c'est le genre de musique que j'ai beaucoup écouté, disons entre 74 et 1980, c'est les trucs qui m'ont... Et après, j'ai remonté la plotte, d'autres choses, de soul. Mais j'ai eu des périodes, chaque chose t'amenait à autre chose, justement. À l'époque, Magma, c'était un groupe qui était en France, au lycée, soit on aimait Ange, soit on aimait Magma, à peu près. Et Magma, ils amenaient à Coltrane. Donc, et il y avait des choses dans Coltrane d'ailleurs que je comprenais pas. Mais comme Vander avait dit que que sa version de My Favorite Thing c'était le plus grand truc, j'écoutais ça. Et McCoy Tyner, je suis allé voir à l'époque 2 fois Elvin Jones jouer. Enfin, mais c'est ce passage-là aussi, effectivement. Après, du coup, ce que je peux faire je pense que toutes ces strates-là, on doit pouvoir les retrouver. On les retrouve d'ailleurs dans ta musique, si on écoute bien. Que ce soit toi ou ceux que tu arranges ou que tu produis. Là, Chassol vient de faire un 45 tours avec Magma. Et pour moi, c'est incroyable qu'il ait fait ça parce que ça a été une admiration pour moi de jeunesse. Donc, voilà. Mais on se rend pas compte que Christian Vander, en fait, il est hyper imprégné de soul. Il le dit d'ailleurs. Il y a 2 ans, il était interviewé dans Mojo Uncut, je sais plus. Il disait en fait que lui, c'était la musique soul qu'il faisait. Et d'ailleurs, tu as aussi une influence qui j'ai trouvé intéressante, c'est tout ce qu'on appelle la Northern Soul. Et puis il y a aussi Stax, il y a Tamla Motown. Mais la Northern Soul, c'est spécial, surtout pour ceux qui ont été mods, ça évoque des choses. Puisque moi j'ai au moins 40 compilations de Northern Soul. C'est parce que c'est une musique. C'est marrant, je voulais écrire là-dessus le mois prochain à propos de la mort de Zermati, mais pour moi il y a 2 musiques qui ont presque été créées non pas par les musiciens, mais par les auditeurs. C'est le punk d'une certaine façon, parce que ça n'a pas été un truc de musicien, c'était un truc presque de disquaire. Des gens comme Zermati, comme Yves Adrien, ils imaginaient cette musique avant qu'elle arrive. Et la Northern Soul, qui était une musique du nord de l'Angleterre, de gens qui s'entichaient de pressages rares, de soul américaine, mais de labels un peu sous Motown, sous Stax, un peu plus rêche et tout, mais c'était pas ceux qui avaient fait ces morceaux-là, ils disaient pas on fait de la Northern Soul. C'est les auditeurs qui en ont fait ça, et c'est devenu un genre à part entière. Et c'était beau de voir des types des chanteuses, des chanteurs qui étaient devenus facteurs après avoir fait 45 tours, qui arrivaient après à Blackpool où ils étaient accueillis comme des messies. Je trouve que la Northern Soul, c'est quelque chose évidemment qui irrigue plein de musique anglaise après des années 80-90. Tous les groupes, je suis même vous parliez de Joy Division, ils avaient fait une reprise
comment il s'appelle, Nolan Porter, ils avaient repris un titre de Northern Soul. Comment il s'appelle, ah merde, j'ai oublié le nom, Keep On Keeping On, ou un truc comme ça. C'était un standard de Northern Soul. Ou Soft Cell, c'était un titre de Gloria Jones, Tainted Love et tout ça. Donc on voit que ça a été quelque chose de très important en Angleterre. Oui, puis c'est, comment dire, Northern Soul, en plus ça revient à la mode, c'est ça qui est marrant, c'est revenu à la mode, enfin c'était à la mode, c'est revenu à la mode avec le mode revival, les Jam et Merton Parkaz, ceux qui chantaient Time for Action, je me souviens plus comment ils s'appellent aussi, et ça revient à la mode. En fait, je suis allé à Londres récemment, et à Carnaby Street, avec Fred, j'ai eu la chance, enfin la surprise de revoir qu'il y avait quand même encore des boutiques comme la boutique Lambretta où effectivement on peut trouver des t-shirts Northern Soul avec le point ou Lambretta à Carnaby Street, et c'est vraiment une musique qui est très dansante, et puis je pense qu'il montre aussi que les modes, les skins, etc., c'était pas des gros fachos aux idées courtes à l'époque. Non, parce qu'en 69 il y a eu le skinhead reggae, il y a eu des morceaux absolument géniaux. Comment il s'appelait ce Prince Buster. Non, il y avait merde. J'ai oublié le nom, mais enfin oui, il y a eu des titres qui étaient. 69, il y avait les Tones déjà, Isaac. Oui, je vois. Ça me reviendra. Il y a eu des hits comme ça qui étaient très bons. Et oui, alors j'ai lu dans le livre Tricatel que en fait en reggae. C'était plutôt Inner Circle. Non, c'est que pareil, j'ai vécu à Londres quand j'avais 15 ans. Je vivais seul à Londres pendant 1 an. Je louais une chambre et j'allais au lycée français. Et on oublie c'était donc en 78. Et Londres en 78, le punk était passé comme c'était terminé le punk, un peu comme le yéyé. Ou comme avant le revival par les Beatles, ces gens croyaient qu'en 61 le rock était mort. C'était une vague qui venait de passer, donc Londres à l'époque écoutait Bob Marley, des groupes comme, en effet, il y avait Inner Circle, il y avait des groupes un peu de reggae, et puis c'était Grease ou Yandery, ouais, c'était ça, moi, qu'on entendait partout. Mais le punk, c'était presque une attraction pour touristes, où on voyait c'était des types qui avaient une panoplie comme ça, qui faisaient un peu de la peine. Parce que ceux qui avaient été punk en 76, ils étaient passés à autre chose. 2 ans après, ça allait à une vitesse dingue. Non, enfin, cette grande divergence que nous avons avec Fred, je pense que le punk meurt avec Sid Vicious. Ça devient du produit. Enfin, sachant que les Sex Pistols sont déjà un boys band. Oui. C'est pas le punk américain qui naît en même temps que le disco et le rap. Mais Fred... Moi, je rejoins la position d'Edgar Morin par rapport aux objets de consommation. Il explique que les produits sont à la fois objets sacrés et objets de consommation. Donc oui, Sid Vicious, il a ce côté merchandising, mais en même temps, il garde ce côté un peu mythologique, parce qu'il va incarner un petit peu l'archétype du fripon divin, le Dionysos, un petit peu réincarné dans cette musique-là. Et donc, ce qui nous permet aussi d'avoir un lien avec cette mythologie. Donc oui, il y a le côté consommation, mais il y a aussi le côté mythologisation. Et c'est le paradoxe de notre société, c'est qu'on joue avec la spiritualité et la consommation en même temps. Et on ne peut pas faire autrement, puisqu'on est embarqué là-dedans. C'est vrai qu'il y a une sacralisation de Sid Vicious, on peut penser en fait une sacralisation du punk. On va arriver aux Exploited, les punk à chiens, les Adverts, les Crass, enfin tous ces groupes qui, et les punks de l'époque n'y auraient jamais pensé, parce qu'eux ils sentaient comme les Stones et les Beatles, des hard schools, du monde de la mode. Et de la même manière que les francs-maçons en 1717 qui se réunissaient dans des pubs, et on voit l'évolution en 3 siècles, et aujourd'hui effectivement tout ce qui se passe, le fait qu'il y ait de la musique en loge. Déjà à l'époque il n'y avait pas de musique, c'était des chansonniers traditionnels, donc on était dans un univers musical tout à fait différent. Et ensuite au XIXe siècle on a eu des compositeurs, des grands compositeurs de musique classique qui ont mis la musique classique au sein des loges et qui ont servi des musiciens pour justement diffuser l'idéal maçonnique. Donc pareil, il y a une progression qui est... d'ailleurs. À propos de loge et d'idéal maçonnique, et dans le sillon ce que tu disais tout à l'heure sur la tradition et crescendo, à plusieurs reprises, toi, tu dis que le disque
tu le conçois ou tu t'y rapportes comme un testament? Oui, parce que c'est quand même difficile de sortir des disques, et c'est aussi ce qui me donne de l'énergie parfois, c'est-à-dire que je me dis, bon, ben, à chaque fois, c'est quand même un peu, c'est pas un baroud d'honneur, mais je me dis, il faut le faire en se disant, bon, ben, il faut essayer de tout mettre dedans. Quand même. Voilà, il y a aussi ce truc-là, et je pense, et en même temps, je suis très respectueux des gens qui font des disques d'une façon avec des visées beaucoup plus immédiates, en me disant il faut que ça cartonne et j'ai besoin il faut que je gagne du fric et tout ça avec ça, parce que ça a aussi fait des disques fantastiques. Mais comme au bout à 56 ans, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pas vraiment la main pour cartonner, je me suis dit autant au moins faire des choses qu'on aime et mettre l'énergie à être le plus sincère possible, à aller le plus loin possible dans ce qu'on veut exprimer, si possible, et sans trop se décourager. Alors, le testament, c'est important en maçonnerie, puisque, on le voit dans tous les livres, donc je ne vais pas dévoiler de secret, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de l'initiation, on est enfermé et on doit rédiger son testament philosophique. En revanche, les questions, on ne va pas les donner, il y en a 3, et en gros, ça revient un peu à ce que tu disais. Alors, on a un peu parlé de tes influences, et comment est venue la musique? Parce que c'est curieux, je connais deux musiciens qui ont eu un papa qui était préfet ou sous-préfet. Il y en a un qui est né à Nantua, et toi tu es né à Bastia. Et tu vois de qui je veux parler. Oui, bien sûr. Et mais alors, tous les fils de sous-préfet sont des musiciens? Non. Ou de préfet, pardon. Non, mais non, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport avec le corps préfectoral. Mais souvent, peut-être le point commun, parce que tu parlais de Jean-Louis Aubert, mais les préfets à l'époque, c'était des gens qui avaient un pouvoir gigantesque, que leur enviaient d'ailleurs les élus. Ça s'est complètement inversé avec les lois de décentralisation, c'est-à-dire qu'ils ont aucun pouvoir. C'est les élus qui ont eu, mais à partir du moment où les élus ont eu ce pouvoir, il n'y a plus le contre-pouvoir. D'ailleurs, les élus. Donc, il y a une Chirac. corruption des membres dans les collectivités locales et tout ça. Mais les préfets, disons, d'époque, ils avaient sûrement des défauts, mais d'abord, il y avait donc, ils étaient protégés contre l'abus de pouvoir par ces élus. Mais quand tu habitais dans les préfectures comme ça, moi, j'étais mal à l'aise parce que tu habitais quand même des palais de la République. Tes copains n'étaient pas. Moi, j'ai jamais fréquenté. Enfin, je fréquentais des écoles publiques qui étaient souvent dans des UP. Mais ça peut être dur en Corse en plus. Et encore, c'est spécial. Mais là, le préfet. Non, c'était après Aléria, et surtout, je me suis rendu compte après que le comité d'accueil avait été préparé par le fils du précédent préfet. C'est lui qui avait monté tout le monde contre moi quand je suis arrivé. Mais non, sans ça, c'est juste que ces attributs du pouvoir à l'époque, ils étaient extrêmement. Enfin, tu flambais pas avec ça. C'est-à-dire, quand la gauche est arrivée au pouvoir dans les années 80, tout le monde rêvait d'être à l'arrière d'une R25. Tout d'un coup, c'était cool d'avoir le pouvoir. Mais la France de Giscard, de Pompidou et de Gaulle, la déesse noire et tout ça, même si la France votait encore à droite, sociologiquement, dans les mœurs, elle était passée à autre chose. Donc, tu es en train de me dire que Mitterrand est un président de gauche? Non, je disais qu'il avait rendu ses attributs de pouvoir, au lieu de les remplacer, il les avait rendus encore plus, il les avait rendus désirables en fait. Parce qu'à l'époque, voilà, circuler dans une DS, c'était pas cool. Et donc voilà, et moi ça m'a appris. Et tu changeais tout le temps, les préfets, ils bougeaient en cours d'année, en conseil des ministres, du jour au lendemain. Donc, une semaine après, tu ne voyais plus tes copains de l'école. Donc, moi, ça m'a. Ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a confronté à des milieux très différents, des milieux sociaux. Et au début, j'étais mal à l'aise avec tout le monde parce que t'es dans une ville un peu bourgeoise comme Dijon, ils voyaient bien que j'étais un plouc en même temps, la bonne société dijonnaise, parce que mon père n'était pas
enfin, il n'était pas d'un milieu comme ça. Et quand tu as des amis qui vivent dans une cité, enfin voilà, ça, et donc il faut arriver à pas tricher, et pas être. Il faut pas faire comme Mick Jagger, qui, je sais plus, Nick Kent racontait que dans une conversation où il était avec un type de la haute société, avec un noir américain, à chaque fois qu'il parlait avec quelqu'un, il changeait son accent en fait. Je disais, je sais plus qui en fait, les vrais sortis du peuple, etc. C'est ceux qu'on. C'était pas les Stones, c'était les Beatles, parce que c'était des bourgeois, des enfants de bourgeois, les Stones. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça a été finalement, quand j'y pense, mon père est mort peu de temps après, enfin, il est mort il y a 37 ans. Mais quand j'y repense, je me dis, enfin, ça m'a appris des choses en tout cas. Et j'ai eu la chance, c'est marrant parce que mon père était donc un préfet, on va dire gaulliste à peu près, mais qui était marrant, je trouve, et qui était assez. J'ai vu défiler à la maison des gens assez différents, assez marrants. Plutôt capitan. Non, mais j'ai vu il était copain avec Caillavet. J'ai connu Michel Barouin, des gens comme ça, pour parler un peu. Un grand maçon. Ancien maître du Grand Orient d'ailleurs. Et votre maman était chanteuse d'opéra? Oui, mais elle avait arrêté avant de se marier et tout ça, mais elle avait eu 3 premiers prix de conservatoire à Paris. Ouais. En tout cas, tu as gardé de ton papa, de ton père, un goût pour une forme d'engagement dans la cité, parce que tu fais pas du tout partie de ces artistes qui sont englués dans leur tour d'ivoire. Tu as beaucoup milité pour le diabète. Ouais. Tu as eu la présidence de la responsabilité de syndicat. Oui, vice-présidence, ouais, c'est vrai. Et oui, ça montre, en langage maçonnique, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est situé au carrefour du fil à plomb et du niveau. Ça veut dire que l'intériorité, les valeurs, c'est-à-dire tu essayes de les effectuer dans la chair du monde, à ta manière propre, en réinterrogeant. Parce que être à la tête d'un syndicat ou militer pour le diabète, c'est faire de la politique aujourd'hui. C'est une forme de politique. C'est marrant parce que moi, j'ai jamais rien prémédité parce que à 20 ans, justement, quand mon père est mort, j'étais complètement livré à moi-même. Justement, avec des diabétiques que je traitais hyper mal. J'étais un peu... donc, j'ai jamais pu voir plus loin que des trucs très immédiats. Je me suis jamais dit dans la vie, je vais faire ça et ça. Donc, les choses se sont enclenchées comme ça. Mais je me rends compte maintenant que effectivement j'ai eu ce truc double de ma mère et de mon père, c'est-à-dire d'un engagement public d'un côté, c'est d'être au service de quelque chose, disons, de moins individuel, et puis de quelque chose d'artistique. Et c'est vrai que même le label, je l'ai monté comme un service public, c'est-à-dire que je me suis jamais versé de salaire. Attention, je suis pas un saint, non. Mais le label, j'ai toujours vu comme un instrument de travail. Qui me permet, moi, de faire des projets qui me tiennent à cœur et tout ça. C'est ce que je fais aussi avec, effectivement, j'ai monté un groupuscule on va dire, de diabétiques radicalisés qui s'appelle Diabète et Méchant. Mais ça me prend... vous pouvez regarder, on a un site qui s'appelle diabèteetméchant.org et on essaie de faire une action qui est utile, justement, parce que le diabète insulinodépendant, c'est une maladie qui est très mal... perçue, qui est mal comprise, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a surtout la moitié des diabétiques comme nous dans le monde aujourd'hui qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline, qui est une hormone qui ne devrait rien coûter, qui a été inventée il y a 100 ans, mais qui est entre les mains de 3 boîtes. Donc on s'épuise un peu à taper sur un certain nombre de clous comme ça, comme le prix de l'insuline. Mais pour moi, c'est des choses, enfin voilà, il faut le faire. Ça m'emmerde. On passe des journées de ça à s'occuper de ce truc-là, mais ça me paraît important d'essayer de le faire. Clair. Oui, et comment, en fait, en étant fils de préfet, tu t'es intéressé à la musique plus moderne, en fait? Non, mais alors mon père, d'abord, il se foutait vraiment de la musique complètement, enfin, donc à part la musique militaire, il aimait bien... voilà, mais il s'en foutait, mais c'était quelqu'un qui était... enfin, il y avait une bonhomie, c'était pas un technocrate, c'était quelqu'un de très humain,
Mais en revanche, on le mettait toujours dans des postes un peu compliqués. Il avait été sous-préfet, mais avant que je naisse, il avait été sous-préfet. Il avait été sous-préfet à Fort-National en Haute-Kabylie. Il avait été à Oran. Ensuite, il était sous-préfet en Corse quand je suis né. Après, je crois qu'il a été 2 ans au ministère de l'Intérieur et il s'occupait de la radio et de la télévision, ou un truc où il devait être l'œil de Moscou à l'ORTF. Et après, il était dans les Landes. Mais rien n'était innocent. Dans les Landes, c'était au moment où à Mont-de-Marsan, il y avait la base aérienne, il y avait la bombe atomique à Mont-de-Marsan, en fait. Il était après à Vannes, en Bretagne, c'est marrant actuellement, à Colmar au moment de Fessenheim, après à Bobigny, parce que c'était à Ceinture-Rouge, ensuite en Corse, après à Léria. Et donc c'était quand même toujours... Et après il a fini à Dijon, il s'est un peu emmerdé. Après tout ça paraissait un peu... Mais il aimait bien le vin, alors quand même... Oui, c'est vrai que chaque fois que je vais à Dijon, j'y vais 1 fois par mois. J'ai du mal à rester à Dijon quand on voit le nom, quand on entend le nom des correspondances. Il y a une rue à son nom à Beaune, et ça lui aurait fait plaisir parce qu'il aimait bien le Bourgogne. Ouais, moi j'ai une question qui relève de la curiosité. Donc tu es né à Bastia, tu as connu Aléria, ton père était préfet. Tu as vécu comment l'exécution du préfet Erignac? Alors je l'ai pas vécu j'ai pas vécu de façon catégorielle, parce que je trouve que c'est terrible quand il se passe un truc atroce, on se dit ça aurait pu arriver. Je l'ai pas ramené à ma famille. Ouais. J'ai trouvé ça lamentable, bien sûr. Moi, je suis arrivé en Corse, donc en 77, et moi j'étais né là-bas, même si j'étais pas de famille corse, j'étais très heureux d'y arriver. C'est vrai que ça avait été un peu violent pour moi, l'accueil. Et c'est pour ça que j'étais parti après, je pense, parce que mes parents sont morts, je m'en rends pas compte, mais quand je me suis retrouvé 1 an à Londres, c'est parce que je pense qu'à l'époque ça commençait à chauffer, mais il y avait une violence à l'époque qui me paraissait normale. C'est-à-dire que vraiment au petit déjeuner, on comptait, on se disait, tiens, il y a eu une nuit bleue hier, ah oui, 18 plastiquages. Cette violence-là paraissait normale. Et en même temps... À l'irlandaise, quoi. Il y a des choses qui avec le maître sautait chaud, d'ailleurs, à cette époque-là. Mais oui, mais mon père s'était rendu compte, je me souviens, c'est des trucs, tu vois, qu'il avait convoqué Trigano parce qu'il s'était rendu compte que Trigano payait le FLNC. Il était racketté par le front. Mais en même temps, tu vois, je commençais mes premiers groupes, et les groupes venaient répéter à la préfecture. À Ajaccio. Et là, l'an dernier, ils m'ont fait revenir parce qu'il y avait un documentaire sur le punk et le rock en Corse, à travers Eric Bonavite, qui était le chanteur de Cardiac Fini et tout. Oui, alors lui, c'était juste avant. Moi, je n'ai pas connu. Mais, et donc, tous ces mecs venaient et tout à la préfecture, et donc ils ont voulu qu'on retourne à la préfecture. Ils ont prévenu, c'était pour France 3 et tout, et la préfète nous a même pas laissé dépasser le hall. Je me dis, putain, mais c'est incroyable. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? Connerie. Vraiment. Mais et c'est marrant parce que à l'époque, je me souviens quand même en Corse, en plus, ça a été presque la première fois vraiment que j'ai eu que j'ai vu, le contrôleur général de la police à Ajaccio était un Corse, et qui était franc-maçon. Ils sont partout. Super marrant, mais assez chelou quand même, je dirais. Et j'avais un ami de ma sœur, qui était un ami qu'elle avait connu au lycée de Bastia, que j'aimais beaucoup, qui est mort il y a quelques années, Robert Sabourin, et qui était aussi maçon. Et je me souviens de cette ambiance à la préfecture où je voyais défiler des gens très différents. Au conseil général, il y avait Franchisi quand même, qui était... alors moi, j'emmerdais mon père parce que Franchisi, c'était le fantasme absolu. On disait que c'était le vrai chef de la French Connection. Et il était conseiller général RPR. Il est arrivé en Bentley blanche au conseil général. Il y avait des cercles de jeu à Paris. Et il a été assassiné quelques années après. Et il y avait une ambiance, à la préfecture, il y avait un chef de cabinet, Pierre-Jean Massimou, qui était un type brillant, mais tu sentais un peu border et tout ça. C'était étrange, et qui a été assassiné aussi en 83. Il y avait une ambiance, et moi ça me paraissait normal. Totalement normal. C'est un grand maître du géo. Il y avait le Royal. Ah ouais, voilà. D'accord. Et voilà, oui, avec Barbara, on a ils étaient intarissables.
En plus, ils prononçaient leur nom en Corse, donc c'est autre chose. Bah, d'ailleurs, elle est en train, c'est ce que me disait, elle est en train d'enregistrer un album de chansons populaires corse. Ouais, j'ai fait une séance avec elle la semaine dernière.